Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Chaque fois vous créez, c'est ça la télé. Quand on ne s'impose pas de limites, on arrive à ce beau résultat. C'est pour ça que, en bien ou en mal, l'essentiel, on parle de cet instant de complicité entre vous et les téléspectateurs de la télévision ivoirienne. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Bateki bango nyoso basale lavaninga bateki nyonso kuna nambuka na bango Zambe Yahweh, Bonanini, Pasi, Aboye, Zambe, Bonabana, Nayo, Zambe, Yahweh, Bonanini, Pasi. Musika Bauti. Bazago kende Bazo kende Merci d'applaudir très fort pour cette diva venue tout droit du Cameroun, digne ambassadrice de la musique ivoirienne. Merci d'applaudir très fort Queen et Témé. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Que dis-je? C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci. Pour dire vrai, c'est une artiste pluridimensionnelle. Une artiste vraie, en fait. Bienvenue. Merci. C'est à ce midi. Merci de me recevoir. Et salut tous ceux qui sont à la maison. J'ai ouï dire que vous seriez en pleine préparation de votre 7e album. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, je suis trop forte. Je le savais, je le sentais. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour cet album? De très belles choses. Cet album, c'est mon retour discographique, parce que ça fait quand même un petit moment que je suis beaucoup en train de travailler dans la société civile, sur les plateformes de leadership féminin pour l'autonomisation, la promotion du leadership. Et je me suis fait taper un peu sur les doigts par ma maison de disques qui m'a dit Queen, n'oublie pas que tu es quand même d'abord musicienne. Hein. Donc il faut retourner en studio. Et je suis repartie en studio avec ma maison de disques, la maison Mency. Et nous avons enregistré le premier single qui s'appelle Wata Culture. Et maintenant, nous continuons. C'est super. Merci. C'est super. Votre histoire avec la Côte d'Ivoire, elle ne date pas de maintenant. Non, c'est une très belle histoire. D'ailleurs, je suis très heureuse de revenir là, sur les plateaux de la RTI. Tout à fait. Où il y a 7 ans maintenant, un peu plus de 7 ans, l'aventure Star Karaoke. Star Karaoke. Donc, je
Très heureuse de revenir et savoir que Star Karaoké a fait des enfants et des petits-enfants. Tout à fait. Je pense à Roselyne Layo, je pense à Sarah. Oui. Je pense à... Il y en a beaucoup, Elodie. Il y a SP la légende aussi. SP la légende, mon assistant qui vient de sortir un single. Une maman mais il en fera des plateaux de heureuse télé. de se dire que l'aventure a commencé ici et nos enfants sont en train de prendre de l'envol. Non, mais il faut dire que vous avez bien travaillé aussi. C'est très bien. Alors, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. D'accord. Docteur Philo, tout va bien. Je suis très heureuse de te retrouver. Ça fait plaisir de partager et puis ben, voilà, ça fait plaisir d'être là encore une fois. Là, je suis en mode un peu sport pour dire Ouais, je voilà, comprends. faut toujours être en maillot pour continuer le travail qu'on a entamé. Et puis ben, voilà, je suis très heureux d'être à côté de la Vermekin. Vous m'avez coaché, peut-être que vous l'avez oublié. Ben, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, rappelez toujours la CAN, voilà, on est toujours, la CAN c'est bientôt. Nous attendons le Cameroun et les battre 3-0. Nous sommes déjà prêts. Le Cameroun, vous serez là. Benjamin n'est pas loin. C'est super. Je crois que la CAN, c'est prévu pour le 13 janvier. Ouais, Voilà. 2024, ouais. 13 janvier 2024. Et nous, on est déjà prêts ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, entrons de plein pied dans le vif du sujet avec mon intro. Si réussir à se démarquer dans le paysage audiovisuel n'est pas chose aisée, révolutionner la sphère médiatique relève pratiquement de l'exploit. Bienvenue dans les jeudis de C'est Midi. Rolande Camogne, notre invitée fil rouge du jour, est une femme qui a su passer du rêve à la réalité en révolutionnant la télé africaine. Je vous demande donc de rester focus pour ne rien rater et surtout pour ne rater aucune miette de cette émission parce que c'est midi. Les jeudis de C'est Midi. Et voilà, nous sommes dans les jeudis de C'est Midi. C'est avec délectation que nous allons égrener le joli parcours de notre invitée fil rouge du jour. Elle fait vraiment partie des femmes leaders féminins en Afrique dont la voix porte. Elle est présidente exécutive de la chaîne panafricaine Vox Africa, chef d'entreprise, fondatrice du Project 40, fondation qui accompagne et soutient la jeune génération de leaders et entrepreneurs africains. Elle est ambitieuse. Elle a lancé en 2016 le projet des Voice Afrique francophone. C'est Midi la reçoit aujourd'hui et juste avant qu'elle ne fasse son entrée sur ce plateau, voici son portrait. L'invité fil rouge du jeudi. Dans le paysage audiovisuel en Afrique, Rolande Camogne compte parmi ses acteurs qui portent la voix du continent. Promotrice de la chaîne de télévision Vox Africa, rien ne prédispose cette jeune Camerounaise à tremper dans l'univers des médias. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mathématiques, statistiques et systèmes de gestion de l'Université de Columbia aux États-Unis, qu'elle décroche en 2004, le virus de la communication la rattrape et parallèlement, elle fait ses premières armes à Killer Film, une société de production basée à New York. Consciente de ses capacités, Rolande songe à mettre en place un média dont la vocation serait de connecter toutes les diasporas noires et de véhiculer une image orientée de l'Afrique sous le prisme des intérêts africains. Initialement, il s'agit de créer un média en ligne. Très vite, le projet grandit avec les perspectives qui s'ouvrent dans la sphère médiatique africaine. Dès 2008, Vox Africa inonde les salons des téléspectateurs en Afrique et ailleurs dans le monde. Ambitieuse, Rolande Camogne lance en 2016 le projet The Vox Africa francophone, une réplique de l'émission The Voice, créée par John Moll. C'est Midi la reçoit ce jeudi pour un partage de son expérience. C'est tout de suite avec Caroline Da Silva et l'équipe du jeudi. Merci beaucoup, Rolande Camogne. Et donc son entrée sur le plateau de C'est Midi. Mais quelle joie de la voir sur ce plateau. Merci beaucoup, merci public de C'est Midi pour ce bel accueil. En tout cas, le match va chauffer parce que Côte d'Ivoire-Cameroun, j'ai envie de dire, c'est maintenant. Une aimée camerounaise. Également, Rolande Camogne, camerounaise, docteur philo ivoirien, Caroline Da Silva ivoirienne. Voilà. Bon, bah. Ouais.
C'est un véritable bonheur de vous avoir sur ce plateau. Vous avez ce truc, vous dégagez quelque chose de spécial. Au-delà du charisme, il y a un charme qui ne dit pas son nom. C'est quand même rare de voir des femmes, on va dire, faire ce genre de loge à d'autres femmes. Oui. Mais j'ai pour coutume de dire sur ce plateau ce que je pense, surtout quand c'est positif. Oui. Je trouve toujours le moyen de le faire. Bienvenue. Merci Caroline. Nous sommes toujours impressionnés par ces femmes-là qui demeurent belles, qui savent être belles et qui demeurent intelligentes. Merci. Voilà, comme on le dit, on ne naît pas femme, on le devient. Oui. Vous êtes devenue une femme, une vraie. Et c'est un bonheur pour nous, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et surtout de pouvoir bénéficier de votre riche parcours, de votre expérience. Alors, comment ça se fait qu'une fille de banquier devient une personne influente de l'audiovisuel? Ok, donc déjà merci. Merci à la Côte d'Ivoire et merci à ma grande sœur camerounaise qui est là. Juste dire que peut-être qu'on ne va pas se qualifier, hein, comme ça vous allez faire la CAN sans nous. Non, c'est mieux. C'est mieux. Non, non. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a dit que si le Cameroun... Faites tout ce que vous avez envie de faire. Même si vous ne vous qualifiez pas, nous, on ira vous chercher. Pour participer à la CAN. C'est la belle famille, donc par la grâce de Dieu, on viendra. En tout cas, bon, mon parcours, c'est vraiment... Je suis une jeune Camerounaise qui a commencé à Yaoundé. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis, à l'Université de Columbia. Moi, toute petite, je savais que je voulais faire dans le cinéma, dans l'audiovisuel. Mais bon, j'avais de très bonnes notes en classe. D'accord. J'avais des bonnes notes et je pense que les parents, comme beaucoup de parents africains, me voyaient vraiment dans un cursus soit ingénieur, soit docteur, avocat, les cursus vraiment classiques. Et quand j'ai parlé de cinéma ou de télévision, ce n'était pas vraiment quelque chose que mes parents comprenaient. Donc, quand j'arrive à l'Université de Columbia, d'ailleurs, je choisis Columbia parce que l'université a l'une des meilleures écoles de film et journalisme. Donc ça, mes parents ne le savent pas, mais c'est à la base, j'ai choisi cette école parce que je me suis dit, je vais faire un cursus d'ingénierie pour contenter tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Mais en même temps, je vais profiter pour apprendre un peu plus sur ce qui me passionne. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à l'Université de Columbia aux États-Unis. Et qu'avez-vous étudié spécifiquement dans cette université? J'ai étudié l'ingénierie, mais j'ai profité parce que, en fait, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que vous avez l'opportunité de prendre d'autres classes. Donc, ça veut dire que même si vous êtes en école d'ingénierie, vous pouvez profiter pour aller à l'école de film, vous prenez des cours d'écriture, de caméra. Donc, je passais tellement de temps à l'école de film et télévision que quand j'ai dit à certains élèves que j'étais en fait une ingénieure, ils ne me croyaient pas. Ingénieur en quoi? Ingénieur en système de gestion, c'est mathématiques, statistiques et système de gestion. Ça veut dire que c'est... en fait, quand vous sortez de ce type d'ingénierie, vous finissez à la banque. Dans investment banking, oui, voilà. Vous êtes vraiment maqué pour travailler à la banque, gagner beaucoup d'argent. Donc, en fait, le chemin était déjà tout tracé par les parents. Oui, exactement, par les parents. Mes parents, vraiment, oui, mes parents voulaient absolument... en tout cas, ils ne comprenaient pas encore ces métiers de la télévision et de l'audiovisuel. Donc, j'ai commencé, j'ai fait ce qu'il fallait d'abord avant de pouvoir, quand j'ai eu mon diplôme, prendre ma route. Voilà, entre guillemets. Et ça a été quoi vos plus beaux souvenirs dans cette université? Je pense mes plus beaux souvenirs, c'est en fait, j'ai rencontré une amie afro-américaine. Vous savez, ce qu'on a de différent, c'est que quand on est en Afrique, nous sommes noirs, tout le monde est noir en Afrique. Quand tu arrives aux États-Unis, tu te rends compte en fait qu'être noir, c'est un souci. Bah, imaginez quelqu'un qui a toujours été à l'aise dans sa life. Tout le monde, nous, on n'a pas de souci. Et puis j'arrive, je me confronte au racisme. Et là, j'avais une afro-américaine, c'est-à-dire qu'une noire américaine, parents américains, mais noirs. Et on était à l'université. Et elle avait une idée assez biaisée de ce que c'était l'Afrique. Tu vois, elle me demandait, par exemple, il y a du coca là-bas. Moi, je parle dans les années 2000. Hein. Maintenant, avec les réseaux sociaux, Maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus ce genre de entre guillemets, ignorance. Il y a du coca. Et moi, pareil, quand je la voyais, j'imaginais seulement les Noires américaines dans les films, dans les clips vidéo en train de danser. Mais là, elle, c'était une fille brillante. On était dans une bonne école et ça a été ma plus belle rencontre. En fait, elle est devenue l'une de mes meilleures amies parce que c'est grâce à elle que je me suis dit, justement,
il serait intéressant dans les années 2002-2003 d'avoir un média, peut-être pas un média télé, mais une sorte de média, Internet venait de commencer, ça boomait un peu, qui permettrait à toutes les diasporas noires du monde de se parler, de se connaître, quoi, pour que vous n'arrivez pas là-bas en train de demander à une Africaine s'il y a du coca en Afrique, ou bien que vous êtes étonné de voir une Noire américaine qui est brillante et qui n'est pas en train de danser dans les clips. Donc voilà un peu, c'était ma plus belle rencontre, elle est presque une inspiration de tout ce que ma vie va être après. C'est super. Ouais. Vous êtes une femme. C'est loin d'être un handicap, mais on sait à peu près comment est-ce qu'en Afrique on est formaté. Mais vous, quels ont été vos véritables atouts, les atouts qui vous ont permis de gravir les échelons et de réussir dans votre vocation? Oui. Déjà, je tiens à remercier mes parents, surtout mon père, parce que c'est quelqu'un qui, bien que j'étais une femme, vous voyez, les mamans ont tendance à dire oui, les filles étudient, les garçons étudient, les filles, ouais, venez m'aider à la cuisine et tout. Et mon père était un peu différent parce qu'il s'est dit, il disait, écoute, Roland est en train de travailler. Quand j'ai travaillé, je faisais mes maths, mes machins, il me laissait travailler, il me poussait, il me faisait comprendre qu'en fait, je n'étais pas, entre guillemets, différente des garçons. Donc, entre guillemets, il me laissait croire que voilà, tout était possible, quoi. J'avais pas besoin, je n'ai même pas réalisé que j'étais une fille jusqu'à ce que je quitte encore le Cameroun. Pareil, quand je dis une fille, avec des limites de la société, vous voyez, on va dire professionnellement, les femmes ont des limites. Moi, je n'ai pas réalisé ça jusqu'à un bon bout. Et je crois que c'est grâce à mes parents et surtout à mon père qui n'a pas fait de différence à la maison et qui m'encourageait tout autant que mes frères. Et voilà. Donc l'éducation a été pour beaucoup. Beaucoup. D'accord. Alors, j'aimerais bien savoir, Queen Temeh, est-ce que ça a été pareil pour vous? Vous avez évolué dans un tout autre environnement? Ben moi, je dirais que mon parcours est vraiment atypique. Parce que pareil, j'étais partie en Europe très jeune. D'accord. C'était une idée de mes parents qui, eux, par contre, n'avaient pas fait beaucoup d'études. Ma mère commerçante, Bayam Selam, comme on dit chez nous, n'avait qu'une envie, c'est de voir l'aîné de la famille de 6 enfants que j'étais, d'aller en Europe pour pouvoir faire les études d'avocat ou de médecin. Mais la passion de la musique était déjà là et ce n'était pas facile. La lutte a duré quand même jusqu'aux études supérieures et jusqu'à ce que j'abandonne complètement les études pour la musique parce que les deux ne pouvaient plus cohabiter. La musique prenait beaucoup de place. Et au début, mes parents, c'était un choc parce que pour eux, à l'époque, tu sais, l'image de la musicienne qui est toujours dans les bars, qui se saoule, qui fume, des choses comme ça. Ils se disaient qu'il y avait trop de vices. Voilà. Il a fallu quand même que pendant plus de 20 ans, je prouve à mes parents que j'étais faite pour ce métier, que j'avais des choses à faire et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que le métier de chanteuse n'était plus seulement une plateforme pour assouvir ma passion et pour, comment dire, adoucir les mœurs, comme on dit, mais qui pouvait porter des messages, que ça devenait vraiment un haut-parleur pour porter des messages et des combats pour améliorer le quotidien de notre société, quoi. Mais c'est super. Quand on y croit, on peut, et surtout, on a toujours besoin, on va dire, du soutien de notre famille, de nos parents. Et on a beaucoup d'histoires où les parents n'étaient pas d'accord à la base, mais qui se sont ralliés. Ils se sont ralliés par la force du travail et surtout par notre capacité également à les convaincre. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce qui a été déterminant dans l'accomplissement de votre rêve de fonder une chaîne. En fait, à la base, comme j'ai dit, moi, je pensais à un média Internet. C'était toujours un média Internet pour les diasporas du monde entier. Et je me rappelle, comme j'étais en froid vraiment avec mes parents, le fait que je n'ai pas poursuivi la banque en 2004-2005, vraiment, il y a eu un moment de froid entre ma famille et moi. Ça a duré combien de temps? 2 ans à peu près. J'imagine. Oui. La galère de ça. Quand j'étais en stage à Killer Films, vraiment, mon père ne voulait pas entendre parler de moi. C'est-à-dire, je faisais des... Vraiment, j'ai négocié beaucoup avec les gens. Comment on survit quand on est dans cette situation? Comment on survit? Bon, j'ai la chance parce que j'avais quand même mon grand frère qui était avec moi. Ma mère, elle jouait double jeu, entre guillemets. Bon, maintenant, je suis en train de la trahir, mais on gardait le lien. C'est vraiment avec mon père que c'était... Mais émotionnellement, ça peut être très difficile. Oui, en fait, tu te dis juste que tu as intérêt à réussir. Tu te dis que si tu ne réussis pas, il n'y a personne. En fait, tu imagines déjà on t'avait dit, voilà, tu n'écoutes pas. Donc, en fait, tu te mets dans une logique de
tout pour le tout. Parce qu'en face, tu as vraiment j'ai un père très, très caractériel. Donc, du coup, tu te mets dans la logique que si je foire, je ne vais pas m'en sortir. Et c'est positif de ne pas avoir de plan B, de savoir qu'on ne peut pas s'endormir. On est obligé de réussir dans la voie qu'on a choisie. C'est tellement important, oui. Ouais. Donc, je reviens à la question, les atouts. Les atouts. Donc, du coup, en 2006, je me rappelle quand j'ai cherché des financements, je vais avec ce projet de diaspora. Mon père est dans la banque, donc je lui parle du projet de télé pour les diasporas à l'Afrique. Et en 2006, en fait, je me rappelle, on était à Paris. Il y avait un match de la Champions League. C'était la finale de la Champions League. Donc, c'était Arsenal contre Barcelone. Arsenal contre Barcelone. Et à la fin du match, je crois que Samuel Eto'o avait marqué. Il avait marqué un but. En tout cas, je me rappelle que Samuel Eto'o avait brillé à cette finale. Et à la fin du match, toutes les caméras, on était en France, toutes les caméras françaises sont allées vers Thierry Henry, qui se plaignait, qui disait qu'il avait perdu le match, blablabla. Et on n'a pas eu une seule caméra sur Samuel Eto'o. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'étais frustrée, j'ai dit, mais ils vont pas, personne, aucune caméra française n'est allée voir ce que Samuel Eto'o pensait ou quoi que ce soit. Et je me rappelle, à ce moment, mon père m'a dit, tu vois, si, au lieu de t'occuper des Amériques et tout ça, s'il y avait un média africain, il serait en train de... Parce que nous, on est frustrés, on peut pas... On a envie de savoir ce que Samuel Eto'o pense, la victoire, on a envie de fêter avec lui. Et là, il n'y a personne. Et je me rappelle ce moment-là, bon, à la limite, je me disais, ouais, c'est vrai, mais ce n'est pas à moi de le faire. Mais ça m'a fait réfléchir, parce qu'à ce moment-là, on voulait vraiment avoir son point de vue. Mais des médias français nous donnaient le point de vue de leurs compatriotes qui avaient perdu. Donc la frustration va forcément créer un déclic quelque part. Ça va créer un déclic qui va prendre quand même un an. C'est-à-dire, en gros, j'ai dit, bon, OK, peut-être que je vais commencer à travailler sur le business plan d'un média axé sur l'Afrique, pas forcément diaspora et Afrique. Et c'est comme ça que je commence. Je me dis, bon, à la base, d'abord, peut-être je fais juste le business plan parce que j'ai ce parcours d'analyse financière de par mon diplôme. Et après le business plan, quand je présente ça aux actionnaires, et je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment, je comprends, et en fait, et j'ai passé du temps aussi au Cameroun, je comprends et que j'ai en fait envie de le faire. Ça a commencé vraiment petit à petit. Et je me dis, bon, je vais peut-être lancer le média, mais tout de suite, j'avais toujours mes rêves de retourner aux États-Unis et tout ça. Je me suis dit, je vais lancer le média. Parce que les investisseurs m'ont dit, on va t'accompagner si tu fais un média axé sur l'Afrique. Donc, je vais lancer le média et ensuite, on verra. Et c'est comme ça que je lance le média en me disant, bon, je fais quelques années et puis, j'ai jamais quitté le média. Super. Docteur Philo, vous en pensez quoi? Moi, à ma place, au lieu d'aller chercher des investisseurs ou des partenaires, j'allais aller directement vers Samuel Eto'o. Oui, directement. Voilà, vous m'avez inspiré. Est-ce que cela ne vous a pas traversé l'esprit? Non. Parce que c'est lui qui est le déclic. Oui, en fait, disons juste l'image d'avoir un Africain qui brille et dont personne n'en parle sur les médias dans un autre pays. C'était, en fait, ça aurait pu être Samuel Eto'o comme toute autre personne. Et à l'époque, c'est vrai que je n'ai pas pensé forcément avoir Samuel Eto'o. Bon, j'avais déjà des banquiers, des financiers autour de moi. Donc, j'avais déjà quand même du beau monde pour m'aider. Mais avez-vous réussi finalement à interviewer Samuel Eto'o sur votre chaîne? Oui, je lui ai même parlé. Samuel Eto'o, c'est un ami maintenant. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué un tout petit peu que voilà, ta victoire avec Barcelone en 2006 a été un petit déclic quand même pour la création du média. Les Européens ils le faisaient avec Didier Drogba. Hein. Nous, oui. Nous, on lui a donné une idée. On lui a dit, quand tu marques, s'il n'y a personne pour te... C'est pourquoi lui-même, il s'auto-célébrait et il planait sur les stades de haut. Et donc, il n'y avait pas de caméra, mais lui-même, il s'auto-célébrait. Mais un bon Camerounais. Attends, bon, Philo, tu le connais. Mais il y a... On a des réactions. Il y a des réactions sur le code QR. Il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Mais il y a Naomi de la France qui dit, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir eu des parents qui ont des moyens, des moyens qui vous ont permis d'étudier dans ces écoles de prestige-là, qui vous ont aidé à réussir aujourd'hui? Oui. C'est vrai. Vous savez, je dis toujours qu'on a tendance à accuser ou bien à pointer du doigt des personnes qui viennent des familles un peu privilégiées. Mais je dis, le talent, c'est-à-dire moi, par exemple, on va reprendre le cas de Samuel Eto'o.
j'ai la chance d'avoir eu des parents. Je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Parce que le Seigneur, entre guillemets, savait tout ce que j'avais comme ambition. Imaginez si je n'avais pas la possibilité d'avoir des finances. Comment est-ce qu'avoir un rêve comme ça, un média, à 25 ans, tu t'en sors? Mais je dis, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je réussis. Parce qu'il faut tellement d'abnégation au travail. Vous savez, c'est comme... moi, je dis l'argent, c'est comme le talent. Pour revenir à le cas. Si Samuel Eto'o, on dit Samuel Eto'o, il est brillant aujourd'hui. Mais il a un talent exceptionnel. C'est cela. Mais c'est comme si vous lui demandez, est-ce que c'est pas parce que tu as ce talent que tu réussis? C'est Dieu qui lui a donné ce talent. Donc maintenant c'est le travail. Je pense que la question, c'est qu'a-t-il fait de son talent? Voilà. Et pareil, qu'est-ce que j'ai fait du fait que j'avais des parents qui étaient dans une position qui pouvaient m'accompagner? Est-ce que je suis restée chez moi à prendre, je ne sais pas, à vivre la belle vie que j'aurais pu vivre, hein? Et ça, c'est des exemples qui courent les rues, hein. C'est des exemples qui sont légion, des fils à papa, des filles à maman, qui attendent tout de leurs parents jusqu'à l'âge adulte. Mais là, on se dit, c'est vrai, j'ai un acquis, mais je sais sur quoi je m'appuie et je travaille davantage pour certainement faire mieux que mes parents. Voilà. Alors, on va parler maintenant de cette belle aventure des Voice Afrique. En tout cas, c'est un grand show de télévision. Beaucoup de personnes connaissent le programme, mais il y a certaines personnes qui ignorent que c'est vous, le joli visage derrière, derrière ce gros événement. Alors, on va en parler. Comment est-ce que la sélection des coachs se fait et puis qu'est-ce qui est prévu pour la prochaine édition? Très bien. Donc, déjà, vous savez que l'édition prochaine est dédiée à la Côte d'Ivoire. J'imagine que vous le savez, c'est la première fois de Voice Afrique francophone en général. Tu savais, non? Je pense que ça... Oui, d'accord. Mais j'ai la confirmation maintenant. Ok, c'est super. Donc voilà. On a fait 3 saisons panafricaines. Je pense que pour le public qui connaissait, c'était un carton. Voilà, les 3 premières saisons. Et maintenant, on s'est dit, à la veille, l'aube de la CAN, pourquoi ne pas, en fait, déjà réinventer le modèle. Comme je dis, pour rester, beaucoup de grandes franchises audiovisuelles se sont arrêtées. Mais pour perdurer, il faut innover, il faut trouver de nouvelles formules. Et on s'est dit, pourquoi ne pas maintenant aller dans les pays, comment on dit, dans les fins fonds des pays pour chercher les plus belles voix. Et cette année, on a choisi la Côte d'Ivoire parce que, bon, la Côte d'Ivoire, déjà, accueille la CAN bientôt, donc la Côte d'Ivoire sera, entre guillemets, au cœur de l'actualité africaine et mondiale. Et aussi parce qu'on le reconnaît, la Côte d'Ivoire est devenue vraiment une plateforme tournante dans l'Afrique francophone. Vous voyez, donc ça mérite quand même... des décennies. Oui, et ça mérite quand même que, voilà, que d'une certaine manière, on célèbre ce pays. Et maintenant, pour ce qui est de la sélection des coachs, c'est très simple, hein. Le modèle de Voice obéit à un schéma parce que le schéma est classique. Vous savez, il y a un fauteuil qui est dédié à ce qu'on appelle le sage. C'est la personne qui a une certaine crédibilité, une certaine maturité dans le domaine. Il y a un fauteuil dédié plus aux jeunes. Le jeune, c'est celui qui est jeune et qui est forcément plus populaire que les autres. Et ensuite, il y a le fauteuil de la femme. Et enfin, il y a un fauteuil qu'on appelle le fauteuil intermédiaire qui peut être, pour essayer de créer une alchimie entre les 4, on trouve quelqu'un. Donc, moi, je sais pas, pour moi, c'est presque évident quand vous avez cette classification de sélectionner les coachs, à moins que la question soit différente. Ça a été plus facile pour vous d'obtenir, on va dire, la clé, l'agrégation de la licence. La licence. Oui, en fait, je vais dire vraiment, je salue toute l'équipe de Vox Africa parce que vraiment, et avec à sa tête Jules Domché, parce que vraiment, quand on a voulu faire The Voice, c'était vraiment, comme on dit, à l'époque, on est en 2016. Il n'y a pas encore de franchise de grands shows en Afrique. C'est vrai qu'il y a eu les Africa Stars et Castel Live Opera, mais vraiment un show qui a 70 versions dans le monde, c'est la première fois. Donc, quand on est allé chercher les droits, vraiment, je peux dire que c'était presque un miracle de l'avoir, mais c'est parce qu'on y a cru. Donc, on a bataillé, quoi. En face de nous, il y avait un grand groupe média qui voulait les droits. On a bataillé, on a donné nos arguments, on a expliqué ce qu'on voulait faire de la franchise en Afrique. On voulait vraiment donner une âme africaine. Nous étions des Africains qui pensons que aujourd'hui,
si une franchise doit venir en Afrique, ça doit se faire par les Africains. Et voilà, donc je crois que c'est un peu cet argument qui a joué en notre faveur, de se dire qu'on a une vision, on est des jeunes Africains. À l'époque, ça c'est il y a 7 ans, on est des jeunes Africains qui avons une vision et je pense qu'il n'y a pas meilleur que nous pour emmener cette franchise sur le continent. Et vous avez eu raison, ou je dirais plutôt qu'ils ont eu raison de vous faire confiance, parce que vous avez démontré votre crédibilité jusqu'à présent. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir, déjà les coachs, on connaît 3 noms de coachs. Oui. Il reste le Foster et du Sage. Donc, il y a José pour la femme, il y a Didi B pour le jeune, et puis il y a Mix Premier. Et puis il y a Mix Premier. D'accord. C'est Alors, je ne vous dirai pas que le 4e coach, c'est moi. Non, je ne vous dirai pas. Vous en pensez quoi de cette sélection? Vous connaissez les artistes cités? Oui, José, je la connais. José. Didi B, vous connaissez? Non. Azara Capéon? Mais, C'est la tendance. mais DJ Mix, je connais. DJ Mix, vous connaissez? Oui. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas? Bon, moi, certainement, je connais la chanson. Le public, moi, je vous laisse. Hein. Je vous laisse. 1, 2, 3. Vous connaissez ou pas? Je connaissais la chanson, mais je ne connaissais pas l'artiste. Ah, d'accord. OK, voilà. Donc, je connais, oui. Voilà qui est clair. D'accord, c'est super. Alors, coach vocal, non, je ne vais pas dire sur ce plateau, est-ce que ça vous intéresse? C'est tout ça, de toutes les façons, les connexions sont faites. Mais pour vous, c'est quoi la qualité d'un vrai coach vocal? Ben, la qualité d'un vrai coach vocal, c'est déjà de détecter les capacités chez un artiste ou un chanteur, même quand lui-même ne les voit pas encore. OK. Et en général, c'est fluide. Les gens, même quand ils n'ont pas encore de maturité vocale ou artistique, ils ont quelque chose, une aisance, quelque chose de particulier par rapport aux autres. Est-ce que le coach vocal, il a intérêt à être un excellent chanteur? Pas forcément. Ouais, on peut être un bon coach. Moi, je sais que quand il y avait Star Karaoke, par exemple, on parle de Roselyne aujourd'hui. Roselyne n'était pas celle qui était, comment dire, quelqu'un n'aurait pas dit c'est elle qui aurait été, qui se démarquerait dans une carrière, vous voyez. Mais pourtant, Roselyne, il suffisait de la regarder pour voir elle avait une valeur ajoutée. Elle était naturelle, elle n'avait pas peur, elle avait tous les atouts pour se démarquer. Mais on pouvait voir qu'avec une progression, elle pourrait se démarquer facilement par rapport à ceux qui avaient des capacités vocales énormes, mais qui forcément n'avaient pas ce truc qu'il fallait aller chercher, ils étaient dans leur zone de confort, mais on parle de Sarah et autres qui avaient vraiment des bonnes qualités vocales. Donc je pense qu'un coach doit être, comment dire, sensible au mouvement. Tu vois, au mouvement de l'esprit, au mouvement des artistes, il y a toujours quelque chose qui se démarque. Sait-on jamais? Eh bien, nous sommes à mi-parcours de ce match impressionnant qui oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Le score est de 2 buts partout. Non, mais je suis trop gentille. Non, je suis trop gentille. Un joueur de chant il est surpris du score. Non, c'est 2 buts partout. Et c'est la mi-temps. On se retrouve juste après. Oui, oh. Mais magnifique. On est en retard. Le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Salut, population de la famille. Voilà, population de Paris. Salut. Oh, c'est fort. Quelque chose va se passer. Voilà. Tous les bras morts de Paris. Le 6 mai à Paris. Ce 6 mai, à l'espace Martin Luther King. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Ce qui va se passer là. C'est à Paris. Bonjour 2023. Commencez à prendre vos tickets d'abord. Parce que la Go Rosalie, moi-même j'arrive.
bonjour Paris sera chez vous. C'est pas une histoire de bonjour d'évangélisation, c'est un bonjour. Allez sur bietic.net. Prenez vos tickets. Allez, prenez vos tickets, apprêtez-vous, ça sera à Créteil. À la salle Martin Luther King. Et puis toi, tu dois engraisser les gens là-bas. Non, ce mois-ci, là, il n'y a pas engraissé. Oh, c'est fort. S'il n'a pas vu les bras morts de Paris, il connaît chez tous. Le 6 là, vous allez lire l'heure. Ah yes! Bonjour, un concept RTI. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec nos deux grandes dames qui nous viennent, enfin, qui sont originaires du Cameroun, parce que Rolande est pratiquement devenue une Ivoirienne. Rolande Camonier et Queen Etemé. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et surtout de pouvoir égrener vos différents parcours. Alors, comme on l'a dit dans l'intitulé du thème qui nous réunit ici, vous êtes parvenu à révolutionner la télé. Oui, enfin... En quoi est-ce que vous pensez avoir révolutionné la télé? Non, je pense que la télé africaine. La télé africaine. Je pense qu'en fait, en ramenant la franchise de The Voice, déjà même dans les années 2008, lancé Vox Africa. À l'époque, il n'y avait pas vraiment... Maintenant, il y a pléthore de médias avec les réseaux sociaux. Mais déjà, lancé Vox Africa, qui est un média qui se voulait panafricain, donner une vision africaine de l'information, le regard de l'Afrique sur les différentes nouvelles du monde entier. Donc, c'était déjà... Tout en restant dans l'air du temps, il faut le préciser. Exactement. Donc, déjà, à l'époque, c'était quoi? On a lancé en 2008 le premier signal sur le bouquet Canal. Et je pense, à l'époque, vraiment, on était déjà en train de montrer ce qu'on allait devenir, être ce média africain. Maintenant, on vit le panafricanisme, être ce média africain qui va donner le ton en termes de news de l'Afrique. Maintenant, avec tout ce qu'on voit 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on réalise que les frontières africaines sont en train pas de se dissoudre, mais je veux dire, les Africains réalisent qu'on est plus fort ensemble que pays par pays quand il s'agit des enjeux mondiaux. Donc, il est plus intéressant d'avoir des médias qui portent la voix de l'Afrique entière et pas forcément juste des médias locaux, enfin, avoir les médias locaux aussi, bien sûr, mais en plus de cela, il faut avoir des médias qui portent d'une voix la voix de l'Afrique. Donc, c'était déjà en ça. Maintenant, que devient ce média? Vox Africa, justement. Vox Africa est-ce qu'on n'a pas un tout petit peu abandonné Vox Africa au détriment au profit de The Voice? Justement, en fait, l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, Vox Africa, la télé, ça demande énormément de moyens. Quand je dis vraiment des moyens, avoir un média panafricain, avoir des correspondants, il faut beaucoup de moyens. Donc, à un moment donné, ce qu'on a décidé de faire, c'est comme un puits de pétrole. On a décidé de ralentir un tout petit peu, le temps de réunir suffisamment de fonds pour, entre guillemets, je veux dire, Vox Africa existe toujours, c'est une chaîne qui, enfin, les gens regardent, mais pour arriver là où on veut arriver, il faut beaucoup plus de muscles. Donc, ce qu'on est en train de faire, comme on a dit, on a stabilisé la chaîne en se disant, on va lever des fonds nouveaux pour essayer de l'emmener à un autre niveau. Vous voyez? C'est bizarre, quand vous avez parlé de muscles, je suis allée tout droit regarder votre bras en fer. Alors, sur le plan pécuniaire, si on devait se situer par rapport à la production de The Voice, on se situerait autour de combien? 3 millions d'euros. 3 millions. 2 milliards de francs CFA. Vous n'imaginez pas réunir 100 familles, parce qu'en fait, on produisait en Afrique du Sud à la base, donc on ramenait 100 familles avec 100 personnes, avec 2 membres de leur famille, on les logeait, on les nourrissait, on habillait. L'équipe, c'est près de 150 personnes. On les bloque pendant un mois dans un studio. En même temps, un mois, les gens sont à l'hôtel. Et ensuite, on revient pour les shows en direct. Vous comprenez pourquoi The Voice, quand je parle de muscles, c'est vraiment... Mais on le fait parce que, comme j'ai dit... Vous arrivez à avoir les annonceurs qu'il faut? Oui, on essaie. Les 2 premières saisons, c'était un carton, mais on n'a pas vraiment eu tous les annonceurs. Maintenant, comme on a appris entre guillemets, à réduire les coûts, on arrive à avoir les annonceurs. C'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer. Maintenant, The Voice, ce n'est pas une franchise comme ailleurs aux États-Unis ou en France, c'est une franchise extrêmement rentable. Je veux dire, aux États-Unis ou en France, The Voice, les producteurs gagnent tellement d'argent. Mais en Afrique encore, on se dit, est-ce que c'est parce qu'on ne gagne pas de l'argent qu'on va arrêter, qu'on sait ce que The Voice apporte aux talents? Vous savez, il y a des talents, moi je dis toujours, ça change la vie des gens. Tu participes à The Voice, moi je vois mes talents.
D'abord, quand vous avez une vidéo qui est positionnée sur YouTube avec 1 million de vues et les téléspectateurs, ce n'est pas que des Africains. Vous voyez, au Brésil, moi, j'ai toujours une vidéo qui me fait rire. Hein, c'est une de mes talents. Elle a une fanbase au Brésil. Elle a interprété Beyoncé, elle a une fanbase au Brésil. Je veux dire, j'ai d'autres talents qui vivent des histoires extraordinaires. Ils rencontrent... bon, la dernière fois, j'étais sur un plateau, on s'est moqué de moi quand j'ai parlé de ça. Mais je vais le dire, j'ai un talent il a posté sa vidéo, on a posté sa vidéo. Et sa femme était au Canada, enfin la femme que Dieu avait prévue pour lui. Elle a vu sa vidéo de The Voice, elle lui a écrit. Ils ont fait 3 mois, 3 ans plus tard, ils se sont mariés au Canada. Que c'est mignon. Que c'est mignon. On se moque de moi quand je raconte ça, mais je dis, on fait The Voice. C'est vrai que le gagnant, les gagnants ont 10 millions de francs CFA. Bon, cette année, on va faire mieux, je pense, parce que le sponsor nous a dit qu'il comptait surprendre les gens. Mais pour moi, je dis, on ne fait pas The Voice pour une seule personne. On ne fait pas The Voice pour un gagnant qui va partir avec 10 millions. On fait The Voice pour tous ces gens qui viennent et qui voient leur vie changer d'une manière ou d'une autre. Et également pour le continent africain. Exactement. Voilà. Alors, vous avez tellement de muscles que vous êtes parvenu à créer également une fondation. Oui. Très rapidement, en 2 phrases, quelle est la mission fondamentale de cette fondation? En fait, la fondation, vraiment, comme je dis, quand je suis entrée à l'université de Columbia, j'étais venue passer mon oral. C'est-à-dire après l'admission, c'est une Ivy League, c'est l'une des meilleures universités aux États-Unis. Et quand j'ai passé mon oral, je parlais pas très bien anglais à l'époque. Et je suis allée passer l'oral, je me suis un peu embrouillée. J'avais 18 ans, j'essayais de prouver. Et le monsieur qui était en face de moi, il m'a dit, tu sais, tu n'as pas trop bien réussi. Mais quand je te vois, je sens quelqu'un qui va impacter, qui va créer une différence. C'est vraiment un professeur américain. Je vais te donner ta chance, mais je tiens à te dire que ton oral n'était pas terrible. Et depuis ce jour-là, je suis partie, parce qu'il m'avait d'abord dit que je n'avais pas passé. Je suis partie en me disant, si quelqu'un a pu voir ça en moi, alors que, bien évidemment, je n'ai pas assuré totalement, l'oral écrit était bien, mais l'oral n'était pas très fort, est-ce qu'il est possible aussi, parce que je vois plein de jeunes Africains, surtout la fondation, c'est au Cameroun et en Côte d'Ivoire, qui des fois, tu peux sentir qu'il suffit d'un petit truc. C'est-à-dire que tu vois le jeune, il suffit d'un petit truc, un petit coup de pouce pour qu'il explose. Et la fondation, c'est vraiment ça, c'est détecter quelque chose que j'appelle le X-Factor pour accompagner des jeunes. Super. Oui, voilà. Ça sera quoi donc votre message à l'endroit des jeunes? C'est là des jeunes Africains. Caméra ou bien vers toi? Bon, enfin... Caméra, c'est mieux. Elle connaît la télé. Elle connaît, je dis. Maman, elle connaît la télé. Non, tout simplement, je pense qu'il faut croire en nous. Vous savez, ce n'est pas évident. Le contexte de l'Afrique n'est pas souvent propice à croire en nos rêves. On se dit, c'est tellement loin. Peut-être tu es un jeune Africain, tu rêves d'être astronaute, tu te demandes par où tu commences. Eh bien, commence par la physique, tout simplement. Commence par ce que tu as à ce moment, maintenant. C'est petit à petit qu'on bâtit. Vous savez, vous avez la vision, mais il faut commencer maintenant par ce qu'on a. Et quand on commence, après, les circonstances de la vie nous permettent d'arriver à là où on doit arriver. Donc, tout ce que j'ai envie de dire, croyons en nous, commencez maintenant. Merci. Merci infiniment, Rolande Camonier. Ça a été très, très enrichissant. Vous restez avec nous. J'ai failli vous demander si vous savez chanter, mais bon, c'est pas bien grave. Docteur Philo. Je suis malade. Docteur Philo. C'est Midi Rétro, c'est avec vous. Je vous laisse lancer votre chronique. Rétro, c'est midi, avec Docteur Philo. Alors, notre talent de ce jour, il est en situation d'handicap, je ne dirais pas malheureusement, mais parce que cet handicap-là lui a permis quand même de développer certaines forces en lui. On l'a reçu ce midi, le 8 avril 2019. Stéphane Chris Adji est avec nous. On le reçoit juste après sur Téléman Rétro. Un handicap, ça dépend si tu le vois ou si tu ne le vois pas. Sinon, un handicap peut être financier, ça peut être intellectuel, ça peut être à beaucoup de niveaux. Moi, je connais mon handicap, c'est vrai qu'il est physique, mais il faut le compenser ailleurs. Et moi, je veux impacter la jeunesse pour que je sois un exemple dans la société, pour prouver que malgré un handicap, malgré le fait qu'on ne peut pas se déplacer, faire des choses, on peut réaliser de grandes choses. Et je pense que ça pourra, je l'espère, impacter la jeunesse de façon claire.
Un handicapé ne doit pas mendier parce que je vois des handicapés dans la rue en train de mendier, en train de demander des jetons aux gens. Je pense qu'il faut avoir la culture du travail. Il faut travailler pour gagner son pain. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas m'asseoir à la maison et dire que non, je vais attendre ce que maman va me donner ou papa va me donner. Je préfère aller chercher, venir leur donner pour montrer qu'il n'y a pas de choses trop difficiles dans la vie. Si Dieu te donne une maladie ou quelque chose de difficile, c'est que c'est surmontable. Donc je pense qu'il faut apprendre à surmonter les difficultés que nous offre la vie. Et c'est ce que je donne comme conseil à tous ces handicapés dans les rues. Quelle positivité, J'ai adoré le message et on sent que vous vivez ce que vous dites en fait. C'est pas juste des paroles, mais ça vient du plus profond de vos tripes. Oui, ça répond à un vécu qui n'a pas été facile, mais qui a été instructif pour moi aussi. Et comme j'ai toujours dit, c'est une chance pour moi d'avoir vécu tout ça. Vous raclez la gauche, hein. Allez-y. Voilà. Non, mais c'est un bon vécu pour moi parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de grandir assez vite et de comprendre aussi qu'il fallait apporter quelque chose à la société. Avec ma petite expérience de vie, j'essaie de le faire. C'est super. Oui, Philo. Et aujourd'hui, avec votre entreprise, où on en est actuellement? Oui, aujourd'hui, j'ai lancé un projet socio-entrepreneurial, une entreprise qui s'appelle Africa Equality. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer d'apporter dans le domaine des égalités des chances, de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Et là, le mois prochain, on a les Influence Awards, première édition, qui arrive déjà. Allez-y. Merci beaucoup. Non, mais je pense que ça vous fera du bien. C'est bon, ça peut aller? Oui, ça va. Bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Ah, merci. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, l'événement aura lieu le 10 juin prochain. Et ce sera la première édition de ce bel événement-là, qui réunira des personnalités de tout le continent. Et dans les prochains jours, tout le monde aura des informations dessus. Super. Quelque chose a changé depuis votre passage ici? Ah, beaucoup. Ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres aussi. Énormément de rencontres. Ça m'a permis de lancer mes projets. Des projets très intéressants. Et aujourd'hui, on est dessus. On travaille. On fait ce qu'on a à faire. On travaille sans relâche. Sans relâche. Aucune difficulté n'est insurmontable. Aucune difficulté n'est insurmontable dans cette vie. Et ça vient de vous. Merci beaucoup. Merci. Je profite donc de l'occasion pour saluer ce charmant public, ce chaleureux public avec nous. Divine Group, merci de votre présence. Responsable Ouattara Abel. Activité, le concert géant de la tolérance pour le vendredi 5 mai 2023 au Palm Club à partir de 20h et samedi 6 mai à l'esplanade de la cathédrale à partir de 15h. Nous saluons également l'association des staffeurs professionnels de Côte d'Ivoire à activité à venir, la redynamisation et la revalorisation du métier du staff suivi de la construction des logements sociaux pour les ouvriers staffeurs. Et puis je n'oublie pas Queenka qui m'a habillée. Et puis Queen et Temé également qui est sur notre plateau. Et nous avons le beach de la 2. Je cherche, voilà, donc les 48 heures de RTI 2, samedi 6 et dimanche 7 mai 2023. 2 jours de show avec des artistes en vogue du moment à la plage de Port-Bouët, Gonzagueville. Espoir 2000, Salvador Chouchou, Les Patrons, Marie-Jo, Chris de Taille, Vicky Yavo, Nakissa, Caro, les Sisters du Zouglou et bien d'autres surprises encore. Le beach de la 2, ce sont les cadeaux à gogo et le show avec Kunta Madère. Rolande, merci beaucoup. Merci, vous voulez dire quelque chose rapidement? Je voulais juste inviter la jeunesse ivoirienne. Les castings de The Voice francophones sont lancés. D'accord. Donc, allez sur le site. Tout le mois de mai, on va faire le tour de la Côte d'Ivoire. On est à Yamoussoukro ce week-end. Allez sur le site. On sera à Korogo, on sera à San Pedro. Donc, ils seront nombreux à le faire, ça c'est clair. Kunetemé, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment. Et Stéphane, merci beaucoup. Public, bye bye, à demain. Merci à toutes les équipes. J'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro. On se voit demain. Honneur sera fait donc au Burkina avec Japress Awaga. Ne ratez aucun numéro de ce midi. Et restez surtout sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Bye bye.